Donc, je profitais de la réouverture des terrasses, tranquille, je me pose en terrasse, je bois 1, 2, 3, finalement 6 pintes de bière blonde. Aux alentours de 21h, avant le couvre-feu, je me lève, passablement éméché. Je rentre chez moi, je titube, je marche pas très droit. Sur le chemin du retour, avant d'arriver à mon domicile, je dégrade du mobilier urbain et notamment la permanence du député La République En Marche, Bruno Bonnel. Qu'est-ce que t'as marqué? J'ai marqué LREM égale caca. Je pense que cette anecdote est fausse. Bon alors, les flics fous furieux, là, ils sont toujours pas calmés? Ils ont fait leur petite manif, il y a Darmanin qui est venu, ils ont eu leur Beauvau de la sécurité, c'est bon, là? Ils veulent quoi, là, maintenant? Des actions Eurotunnel, des places pour Indochine, un pass culture? Bah non, pas un passe culture. Oui, c'est vrai, c'est pour les jeunes, ça. Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire, ouais. Bon, je disais, la semaine dernière, ils ont quand même eu leur Beauvau, hein? Vous savez ce que c'est qu'un Beauvau? Dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau, oui. Donc le Beauvau, effectivement, c'est l'adresse du ministère. Bon, en tout cas... Que les gens sont idiots. Non, on parle des flics, Usul, tu t'éparpilles. Oui, les flics, les poulets, les poulagas, les Schmitt, les... Non, on va éviter la plainte de Darmanin, donc on va rester sur notre police républicaine. Notre police républicaine. Qui n'est pas raciste. Oui, c'est bon, là. Bon, elle est à l'aise, notre police républicaine, en ce moment. Depuis leur petite démonstration de force du 19 mai, la parole se libère. Il faut briser la spirale de l'ensauvagement et du chaos avant que la situation ne soit plus gérable par des moyens conventionnels. Sauf que c'est un peu comme l'armée, notre police républicaine. Quand elle engage un rapport de force avec le politique, ça pose problème en soi. Nous sommes des dizaines de milliers à côté de l'Assemblée nationale. C'est un signal fort, un symbole important. Là où il y a un petit problème, c'est que la police, c'est pas n'importe quelle institution. Et que face à ça, s'il n'y a pas tout le monde qui fait rempart en disant non, c'est bon, là ça suffit, il y a des lignes rouges à pas franchir, c'est parti, quoi. Et nul doute que si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues céderont, les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution, les contraintes de la loi. Alors, moi, je suis pas un ardent défenseur de la Constitution de 58, mais bon, dans le bloc de déconstitutionnalité, il y a quand même les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Des bricoles comme celle-là, auxquelles on est un peu attaché, et on se dit que c'est un gros problème. Bon, la digue, là, la digue, elle est pas là pour rien, la digue. La digue du cul. Oui, ils avaient compris, je crois, la ref. Bon, on se concentre. Celui que vous avez entendu là, c'est Ugo Bernalicis, un ancien fonctionnaire qui dépendait de Beauvau. Un veau qui est beau, oui. Et qui est aujourd'hui député France Insoumise, et c'est lui qui chapeaute un peu toutes les questions relatives à notre police républicaine dans le groupe parlementaire à Jean-Luc. Donc c'était intéressant de l'interroger, parce qu'on entend beaucoup que la FI est anti-flic. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, nous on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon, présent chaque saison. Ouais, parce qu'il y a deux camps, hein. Il y a les soutiens indéfectibles de notre police républicaine et il y a les ACAB. Tous les policiers sont des bâtards. Bon bah pour Ugo Bernalicis, la FI n'est pas ACAB, c'est plus compliqué. Il y a une partie de la gauche, sous l'impulsion des Valsis et compagnie, je dis la gauche, c'est pas vraiment la gauche, mais bon, allez, on va faire semblant, qui se sont alignés purement et simplement sur ce que racontait la droite. Voilà, on raconte la même chose qu'eux, on pose les mêmes constats, les mêmes propositions. Aujourd'hui, cette gauche-là, c'est Anne Hidalgo qui a fermement soutenu le projet de loi sécurité globale, ou Olivier Faure qui a suivi les conseils des valsistes et s'est rendu à la manif des flics. Il y a fait cette déclaration qui a fait des remous. La réalité, c'est qu'il faut que la police puisse avoir non pas le sentiment d'être dépossédé, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question, et je dirais même jusqu'au moment des aménagements de peine, qu'ils aient un droit de regard. Et une autre partie de la gauche politique qui s'est désintéressée purement et simplement de la question, en évacuant le sujet, en disant c'est d'abord un problème social, il faut qu'on trouve du boulot aux gens, et donc la police, on verra plus tard, etc. Les deux étant des erreurs, à mon sens. Donc on va essayer aujourd'hui de comprendre comment on en est arrivé à voir un premier secrétaire du PS qui vient s'asseoir sur la séparation des pouvoirs. Sous la pression des syndicats de police qui supportent plus aucune critique et qui demandent toujours plus de répression alors que ça sert à rien. Est-ce que le type qui sort son flingue pour tirer sur un policier se dit au moment où il tire « Ah, flûte, c'est plus 22 ans de peine de sûreté, c'est 30 ans, je vais pas le faire ». C'est du délire. Donc, ils sont sur ces mesures pour se rassurer socialement vis-à-vis du reste de la population, de dire qu'on a une réponse ferme, etc. Mais en soi, ça n'a rien d'opérationnel. Cette surenchère sécuritaire, elle doit cesser parce que
elle peut aller très loin, quoi. C'est-à-dire, effectivement, là, on parle de peine incompressible, de peine plancher, de peine automatique. Ça va jusqu'où, cette répression? Ça va faire germer, évidemment, des idées toujours plus autoritaires dans la tête des gens. Elsa Fossillon est une députée communiste et contrairement à son camarade Fabien Roussel, elle ne s'est pas rendue à la manif du 19 mai. Elle s'est au contraire fendue d'un billet dans Libération pour alerter sur le danger que représentaient les revendications radicales des syndicats de police. Et elle a eu bien du courage parce que c'était pas évident de ne pas y aller dans ce contexte. Eh oui, les syndicats policiers ont présenté leur rassemblement comme un hommage à leurs collègues tués à Avignon, alors qu'il s'agissait clairement d'un meeting revendicatif, finalement très politique. Enfin, il faut quand même revenir sur certains des mots qui ont été prononcés lors de ce rassemblement, quoi, hein. Y en a un qui a dit faut frapper les petites frappes. Il est temps surtout de frapper les petites frappes. Il faut bien sûr les frapper pénalement. En mettant bien un temps d'attente pénalement. Il y en a un qui a repris le slogan en disant pas de justice, pas de paix. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. En reprenant ce que sont les mots d'ordre des familles endeuillées par les violences policières. Donc il y a une forme de provocation et de pression extrêmement forte qui s'est exprimée. Donc je dirais qu'en plus le niveau il y a quelque chose d'un peu, mais de crasseux à prendre prétexte de la mort d'un des leurs. On a regardé pour vous les 1h30 du rassemblement, on a écouté les prises de parole et le ton était grave, lourd. Les représentants syndicaux égrenaient les faits divers sordides, des images dramatiques passées sur les écrans géants. On avait l'impression d'une police soumise à une violence inédite dans un pays à feu et à sang. Les organisateurs avaient clairement joué la carte de l'émotion. Et les chiffres alors, qu'est-ce qu'ils disent les chiffres? Est-ce que c'est seulement vrai que notre police républicaine fait face aujourd'hui à une violence inédite? Alors là, je suis assez embêté parce qu'en fait, les chiffres, là, c'est donné par Fabien Jobard, qui est sociologue, et il les donne sur Mediapart. Bon bah oubliez. Dites-vous qu'en fait, il est boucher charcutier à Tourcoing et que là, il est interviewé sur Sud Radio. En réalité, la violence mortelle sur les policiers, elle se compte dans un ordre de grandeur qui est de l'ordre encore de l'unité. Une dizaine, peut-être une douzaine par an. J'indique que dans les années 70, c'était 4 fois plus. Pourquoi c'était 4 fois plus avant? Et bien là, on est allé demander ça à un journaliste qui bosse depuis plus de 20 ans sur ces questions de police républicaine, là, Mathieu Suc. On est désolé, mais lui aussi, il est formel. J'avais regardé des archives des années 80, des trucs. Les braqueurs et les flics se tiraient dessus lors des braquages de banque dans Paris, quoi. Enfin, la question de la violence est récurrente et elle est plutôt même moindre. Par exemple, moi, en 2005, j'avais été très, très surpris quand tu vois les émeutes. Il n'y a pas eu de victimes sur les émeutes de 2005, alors que les flics s'en sont pris plein la gueule. Dans les années 70, on aurait eu 30 morts chez les jeunes, quoi. Enfin, Donc globalement, le niveau de violence, il est en baisse dans toute la société, y compris chez les policiers, et pourtant ils ont l'air terrorisés par l'ensauvagement imaginaire. Bon, déjà, il y a une surmédiatisation de chaque fait divers, c'est peut-être une explication, mais ça suffit pas pour tout expliquer. Il en va de même pour la haine anti-flic. Elle est ressentie, mais les chiffres peinent à la mesurer. Les Français ont globalement une bonne image de leur police républicaine. Du coup, pourquoi cette mentalité de forteresse assiégée? Alors évidemment, d'abord, il y a eu depuis 2015 des attentats horribles, dans lesquels des policiers ont perdu la vie ou ont été traumatisés. Mathieu Suc revient sur ce qu'il a observé dans le procès des attentats de Charlie, dont on peut comprendre qu'ils aient constitué un moment violent pour les agents de police de tout le pays, et bien sûr pour ceux qui sont intervenus là-bas ce jour-là. C'est des gars, ils arrivent dessus, ils cherchent à neutraliser les Kouachis. Ils font feu, ils ripostent. On n'a rien à leur reprocher. Ils ont été dans l'action. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. Et bah, ces gars-là, qui étaient des baqueux, tu les vois arriver, tu vois gros bras, machin, à la barre. Et les mecs, bah, ils pleurent à la barre. Ils te racontent tous que depuis 5 ans, ils suivent une psychanalyse, ils sont sous antidépresseurs. À cette époque-là, les flics sont embrassés, applaudis, acclamés, étreints même. La population compatit. Mais après Charlie, il y aura un attentat encore plus marquant pour eux, celui de Magnanville. Ce qui m'avait marqué, c'est que dans les semaines, mais même les années qui ont suivi, des policiers avec lesquels je parlais dans le cadre de mes fonctions, dès lors qu'on sortait de la raison professionnelle pour laquelle je les rencontrais, et qu'on arrivait sur quelques banalités du quotidien, il y avait toujours Magnanville qui revenait à un moment dans la conversation et avec des grands traumatismes. Magnanville, c'est un attentat terroriste, mais qui a tué un policier et sa compagne, également employés du ministère de l'Intérieur, chez eux, en présence de leur enfant. 2 agents appréciés de leurs collègues, des policiers du quotidien, comme on dit.
Portés par leurs collègues policiers des Yvelines, les cercueils de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider entrent dans la cour d'honneur de la préfecture. Qu'ils puissent mourir en mission, c'est une chose, mais là, qu'on vienne les buter chez eux, et en plus leur femme et leur gamin auraient pu y passer et tout, ça, pour moi, c'est le gros traumatisme. Alors bien sûr, ça fait monter l'angoisse dans toute la police. On va finir par les laisser porter leurs armes en dehors de leur temps de service. Les politiques essaient de les rassurer, d'autant plus qu'ils ont besoin d'eux. En 2016, à peu près au même moment, les forces de l'ordre ont été mobilisées sur le front social pour réprimer les mouvements contre la loi travail, pour réprimer Nuit debout. Avec un maintien de l'ordre dont la violence est montée d'un cran, on généralise la technique de la NAS, les tensions s'accentuent entre la police et la population. Bref, la lune de miel de la période Charlie est terminée. Et en fin d'année 2016, survient l'attaque dont on a parlé il y a quelques semaines, celle de Viry-Châtillon. Une attaque brutale sur laquelle les politiques vont encore devoir réagir, sous la pression d'un nouveau mouvement policier, celui des policiers en colère. Donc tu te rappelles, c'est des policiers qui défilent un peu masqués, qui sont une espèce de préambule pour moi dans la forme des gilets jaunes. C'est des gens qui disent fuck les syndicats, personne ne nous représente vraiment. Et donc nous, on monte au créneau et on prend la parole et on veut faire entendre notre voix. Et ça, ce mouvement des policiers en colère, il est d'autant plus étonnant que normalement les policiers sont très syndiqués. Mais oui, ils ont plein de syndicats qui se tirent la bourre. Je pense que même eux, ils s'y retrouvent pas. L'UNSA Police, le SCPN, l'UDO, l'IATS, le SNPPS, le SN, le SPPN et ainsi que le SNIPAT. Mais par contre, ces syndicats, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont notamment le pouvoir d'intervenir sur les promotions et les mutations des agents. Il y a énormément de policiers, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui sont syndiqués, mais pas par conviction. C'est simplement pour se dire, ça va me permettre de retourner dans ma province, ça va permettre de me prendre mon galon. Donc vous vous doutez bien que ce mouvement hors syndicat des policiers en colère, ça les a fait flipper, toutes ces orgas. Bah oui, ils étaient pas contents à l'UNSA Police, à la FCPE, au SPQR, au PTDR, à la WIU. Mais les syndicats, ils ont tous flippé, et c'est à partir de ce moment-là où tout le monde commence à faire de la surenchère, où même les syndicats de gauche commencent à tenir des propos, enfin font le match avec Alliance, quoi. D'autant plus que, contrairement aux policiers de base, les syndicalistes actifs sont en mesure de porter et diffuser aux politiques, aux médias et à leurs propres troupes des discours très politisés qui ne sont pas sans arrière-pensée. Il y a des gens qui, au sein de la police nationale, ont un agenda politique. Voilà, ils ont un agenda politique. Ils sont proches de l'extrême droite, voire de l'extrême droite eux-mêmes, membres du Rassemblement national, etc. Et ils sont là pour imposer dans le débat public des thématiques en vue d'appliquer leur projet politique. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. Voilà, ça c'est un slogan politique et il s'adresse à la représentation nationale et au ministre de la Justice. Ce slogan, il nous prépare la sortie progressive de l'état de droit, il bouscule l'ordre constitutionnel, législatif, judiciaire, enfin bref, ce sont des revendications très marquées politiquement. Ouais, marquées à l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il était étonnant de voir à ce rassemblement des responsables politiques étiquetés à gauche comme Olivier Faure, Fabien Roussel ou Yannick Jadot. La présence de Yannick Jadot à ce rassemblement, est-ce que c'est un fait débat entre vous? Est-ce qu'il y aura des sanctions? C'était une erreur, mais je comprends que des personnes évoluent. Mais c'était une erreur pour vous. Oui, donc on en reste là. Je constate aussi que pour une part, les représentants de gauche, le jour du rassemblement, ont ici pour une part accompagné le discours politique de la droite et de l'extrême droite qui se fait l'étendard de cette logique sécuritaire depuis des années. Les idées de droite extrême prennent du champ. Celles et ceux qui devraient faire une forme de rempart de résistance, et pas que de résistance mais aussi de proposition, ont tendance parfois, à mes yeux ces derniers temps, à bégayer ou à suivre en pensant peut-être que c'est comme ça qu'ils vont aller récupérer l'électorat populaire. Je pense que c'est une erreur politique. Je pense que c'est une lourde erreur politique. Je pense aussi que c'est une faute morale. Donc ces politiques se sont laissés embarquer dans une histoire qui les dépasse pour partie. On vous rappelle d'où vient cette colère, on vous rappelle la séquence. Tout d'abord, il y a eu les attentats, il y a eu le traumatisme de Magnanville, il y a eu les policiers en colère qui ont fait paniquer les syndicats et ces mêmes syndicats qui se sont lancés dans une surenchère sécuritaire. Donc oui, la police traverse une crise, d'autant plus qu'elle a le sentiment d'être mal aimée. Particulièrement depuis le mouvement des Gilets jaunes, et puis il y a eu l'affaire Michel Zecler qui a secoué une bonne partie de l'opinion publique. Cette relative défiance d'une partie de la population, on peut aussi l'imputer à ce gouvernement, qui n'a pas su calmer les choses quand elles auraient dû être calmées, qui a même encouragé le déni des policiers. Tous les blessés, les mutilés des Gilets jaunes, je pense que si rapidement le ministre de l'Intérieur avait osé dire « oui, on a un problème », et c'est pas tolérable. Ce maintien de l'ordre-là, vis-à-vis des Gilets jaunes, est compliqué.
on va essayer de donner des moyens. Je peux l'entendre, tout ça, c'est normal. Mais on ne tolérera pas le moindre dérapage, ne serait-ce que ça. Mais les gars, ils seraient beaucoup plus tenus et on n'aurait pas eu tous ces blessés. Enfin, moi, il y a une responsabilité pour moi qui est clairement politique. Je crois qu'à force aussi d'utiliser la police aujourd'hui pour mater le désordre social. Mais vous croyez que je suis entré dans la police pour me battre contre la population ? Bien sûr que non. Moi, je suis entré dans la police pour arrêter des truands, pour arrêter des bandits, des voleurs. Et certainement pas pour me battre contre monsieur tout le monde dans la rue. Moi, j'ai quand même le sentiment aussi que les policiers, par les pratiques qu'on leur ordonne de faire, finissent aussi par avoir une vraie réticence et parfois une détestation vis-à-vis des publics qu'ils doivent réprimer. En d'autres termes, tout passer à la police, en fait, c'est accroître les tensions entre la police et la population, et ça crée de l'insécurité pour tout le monde. Mais oui, ça clive les gens entre des anti-flics qui peuvent plus les encadrer, parfois à raison, et des pro-flics qui vont toujours plus loin dans la brutalité et l'agressivité. Mais on a toujours tenu cette position de dire nous ne voulons ni violence policière, ni violence contre les policiers. Voilà, c'est tout. Pas compliqué quand même. Et que du coup, le meilleur moyen de faire ça, c'est encore de modifier le fonctionnement de la police nationale. Parce que ça, on a la main dessus. Moi, j'ai pas la main sur les délinquants. Hein. Voilà, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État, donc demain, on ne pourra pas leur dire vous ferez ci, vous ferez comme ça, vous serez gentil avec les policiers, s'il vous plaît. Donc si le but recherché c'est que les policiers se sentent mieux, en fait paradoxalement ce serait pas con de leur demander de se comporter mieux. Mais c'est pas du tout le discours des syndicats de police. Avec leurs propositions démagogiques et répressives, ils ne font qu'entretenir le cercle de la violence et de la défiance. C'est d'ailleurs ce que dit un ancien syndicaliste policier dans Libération, il dit « À la fin, qu'est-ce qu'il en restera de tout ça ? Le rapprochement police-population n'avance pas, et concernant la lutte contre le trafic de drogue voulu par Darmanin, ça fait des années qu'on est sur de la répression, et on ne règle rien. On sent que tout ça, finalement, c'est fait pour servir la campagne de Macron. » Et si en effet les flics sont encouragés par une classe politique qui n'a plus de repères, ou qui au contraire sait très bien où elle va parce qu'elle a prévu de se faire élire ou réélire sur la peur de l'insécurité, on fonce dans le mur. Je trouve qu'il y a tout quand même les ingrédients qui sont là pour qu'on dise qu'on est dans une période pré-fascisante. Voilà, il y a des ingrédients très forts pour dire ça, et donc évidemment le fait que ma famille politique au sens large, et je ne vais pas m'égoter quand je dis ça, hein, ma famille politique au sens large, qu'elle commette cette erreur, cette lourde erreur politique et moralement inacceptable, voilà, ça m'angoisse parce qu'il faut du réveil. On devrait pouvoir dire qu'il faut une réforme de l'IGPN, qu'il faut faire cesser les contrôles d'identité abusifs, que la guerre à la drogue en fait c'est une guerre aux pauvres. On devrait pouvoir dénoncer le racisme dans la police. On devrait pouvoir dire tout ça et même aller plus loin si on veut. On devrait pouvoir débattre de ces questions sans avoir peur d'avoir une plainte de l'abject Darmanin sur le dos ou de voir les syndicats de police manifester sous ses fenêtres. Ouais, mais est-ce qu'il est encore possible d'avoir un débat intelligent sur ces questions dans ce pays ? Je sais pas. En tout cas, il est urgent de le faire, même et surtout à gauche. À la prochaine. Bon, on a dit à la prochaine parce que la semaine prochaine, pas d'épisode. On prend une pause avant la dernière ligne droite, avant la fin de saison. Une grosse saison quand même. Hein. Ouais, ça n'a pas été évident. Ah non, beaucoup de fascisme, beaucoup de choses comme ça. Hein. Et si vous n'aimez pas tout ce qui est fascisme, alors évidemment, on vous encourage à marcher le 12 juin pour la défense des libertés et contre les idées d'extrême droite. Ce sera un moment important. Il est encore temps de réagir.